Bonjour à tous, bienvenue à Francorchamps, ravi de vous accueillir pour la 60e édition de ces 24 heures de Spa. C'est comme chaque année à suivre sur Club RTL pendant 2 jours. Bonjour Philippe Jacquemotte. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. On va commencer par l'événement de la matinée, le triste et terrible scénario pour la voiture qui avait signé la pole position. Ouais, c'était la Saline de Vincent Voss, Greg Franchi et Pedro Lamy. Eh bien, cette voiture qui a réalisé la pole position, eh bien, vous ne la verrez pas au départ, tout simplement parce que ce matin, dans le warm-up, la dernière séance d'essai, la dernière séance de mise au point, eh bien, dans le dernier tour de ce warm-up, Steve Zakia, le 4e pilote de la voiture, est sorti en haut du raidillon et il a complètement détruit la voiture de Vincent Voss et Greg Franchi. Impossible de réparer. On a ramené la voiture dans le stand et il n'y avait qu'un constat à faire, c'était qu'il fallait faire les valises et rentrer à la maison. Voilà donc une voiture qui nous manque évidemment parce qu'elle était candidate à la victoire, parce qu'elle était en pole position, parce qu'il y avait 2 Belges qui pouvaient gagner dessus. Eh bien, elle n'est pas là. Grosse perte pour la course, mais également pour le public local, parce que Vincent Voss, c'est quand même une star ici. Exact. Sacrée mauvaise histoire pour cette Saline, parce qu'effectivement, Vincent est de la région, Greg Franchi est également d'ici, et eh bien cette pole était vraiment inattendue. Toutes nos pensées, évidemment, accompagnent le team et les pilotes. Voilà, et puis là, vous êtes avec la voiture d'Alexandre Negrao. C'est une Maserati, c'est la voiture numéro 2, celle sur laquelle on trouve également Stéphane Lemray, notre compatriote, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants, une fois qu'il en aura terminé avec les formalités de départ. Voiture que l'on attend également pour la victoire et qui est à la 5e position. En GT1, Xavier Massen sur cette voiture du Celleslag Racing Team, une voiture qu'on attend, une voiture dont on est fier, et une voiture, Philippe, qui elle aussi a défrayé la chronique durant les essais. Oui, et le pilote que vous voyez à la fenêtre, eh bien c'est Christophe Bouchu, le Français, qui fait tout le championnat avec Xavier Massen. Lui, il a connu un gros accident en qualification jeudi soir. Il est sorti à du 260 km/h dans Blanchimont. La voiture a été complètement détruite. Christophe Bouchu s'est retrouvé à l'hôpital qu'il a quitté en pyjama 5 heures plus tard parce qu'il était fâché, il voulait absolument rentrer, et en 24 heures l'équipe a réussi à reconstruire la voiture, ce qui n'est pas un mince exploit. Ça nous fait plaisir, ils sont là. À l'image, c'est Aston Martin du Jet Alliance Racing avec l'ex-pilote de Formule 1 Karl Wendlinger au volant. Wendlinger qui était déjà là dès mardi. On le sent au taquet, on le sent extrêmement attentif, extrêmement désireux de faire quelque chose de bien ce week-end à Francorchamps. Une voiture qui n'est pas la reine de la fiabilité, bravo monsieur, mais qui a une sacrée vitesse de pointe. Qui a une sacrée vitesse de pointe, c'est une Aston Martin, c'est la voiture la plus élaborée du plateau. Elle a déjà gagné 2 courses cette saison en championnat, donc il faut compter avec elle. Elle va très vite, elle est bien pilotée, Karl Wendlinger, Ryan Sharp, Alex Muller et Lucas Lickner-Royer, ils sont candidats avoués à la victoire, tout comme cette voiture qui est celle de Zemans Fassler, de Letras et Golin. C'est Marcel Fassler qui est au volant, et cette voiture, eh bien, c'est la voiture qui a gagné l'an dernier. Attention à surveiller, elle est hyper méga favorite, avec la une que vous n'avez pas vue parce qu'elle est un petit peu plus loin sur la grille de départ, et avec la 33, celle de Karl Wendlinger tout à l'heure. Le voilà Vincent Voss d'ailleurs, qui a tout de même mis la combinaison pour saluer les sponsors, et qui est là avec quelques éminences du RACB. Voilà, vous voyez d'ailleurs la voiture de Vincent Voss. Pas de chance évidemment pour cette voiture. Ça, c'est Steve Zakia qui va bien, je vous le rassure, on le sait depuis tout à l'heure. Voilà Pedro Lamy qui avait réalisé la pole position. Greg Franchi qui est complètement déconfit. Vous voyez ce qu'il reste de la voiture. Il était très exactement 11 heures ce matin quand c'est arrivé. Inutile de vous dire qu'à 5 heures du départ, eh bien, il était totalement inutile de vouloir la réparer. Mais bon, Vincent est là sur la grille, il fait bonne figure. Je pense qu'il a dû prendre beaucoup sur lui parce que la déception devait être énorme. Vincent qui va effectivement manquer dans ce peloton où l'on compte 33 Belges, 10 anciens pilotes de Formule 1, et on salue celui qui a le maximum de participation à ces 24 heures. Il en est à sa 31e cette année, c'est Marc Duet, Marc qui compte également 3 victoires. Il roule cette année, alors évidemment dans l'absolu on lui souhaite de gagner, mais malheureusement il n'est pas sur une voiture de la classe GT1. Voilà, et vous venez de voir Stéphane
Sarrazin, qui est un des équipiers d'Eric Van de Poel sur la Maserati numéro 1. Stéphane Sarrazin, ancien pilote de Formule 1, ancien pilote de WRC, le championnat du monde des rallyes, pilote d'endurance également. Donc vraiment une très grande figure. Et là, Michel Jodogne, le directeur du RACB, et Stéphane Rattel, le promoteur de ce championnat. Stéphane Rattel, organisation. C'est un petit peu le Bernie Ecclestone du GT. Dans 10 minutes exactement, ce sera le départ de cette épreuve avec une météo très belge, une météo très francorchamps et une météo, il faut le dire Philippe, qui est un vrai régal pour les commentateurs. Ah oui, parce que nous on va bien rigoler, mais ça va être un petit peu difficile d'arranger tout ça. Il y a 10 minutes il pleuvait. Il y a une demi-heure, il y avait un grand soleil. Et là, pour l'instant, le ciel est couvert, mais ça a l'air d'être sec. Tous les candidats, tous les concurrents sont en pneus slick. Il n'y a pas de raison de monter un quelconque pneu intermédiaire pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est très incertain. Et d'après les prévisions que nous avons, eh bien, ça va aller en se dégradant, en tout cas jusque ce soir. Pour demain, on ne sait pas trop. Eric Van de Poel, très attentif. Il faut savoir qu'Eric, il est à la recherche de sa 5e victoire, ce qui en ferait le record absolu. Exactement, puisque pour l'instant, 3 pilotes ont atteint le niveau des 4 victoires. C'est Eric, c'est également Jean-Michel Martin et Thierry Tassin. Et comme ces 2 derniers ne participent pas à l'épreuve, très logiquement, c'est Eric qui peut viser l'amélioration de ce record de 4 victoires. Ouais, il serait le seul à 5 victoires. Il y pense sans y penser. Il nous dit, tout le monde m'en parle, alors évidemment j'y pense. Déjà l'année passée, il était potentiellement capable de voir cette 5e victoire, la 3e d'affilée. On sait qu'il était sorti dans la dernière heure de course, piégé par l'aquaplaning. Donc oui, il y pense, mais il n'y pense pas plus que ça. Il nous dit il faut d'abord faire la course, il faut d'abord rouler, il faut d'abord réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir être à l'arrivée et être bien classé. Et puis après, on verra si cette 5e victoire tombe. Eric qui nous disait également, mais si tout s'était déroulé normalement dans sa carrière, j'en serais déjà à ma 7e victoire, puisqu'en 1992, il avait perdu la victoire à un demi-tour de l'arrivée, battu par Steve Sauper. Et l'année dernière, il perdait la victoire dans la dernière heure. Ce même Eric qui disait que oui, bien sûr, ils n'ont réalisé que le 7e chrono, 7e place sur la grille de départ, mais que finalement tout ça n'est pas bien grave. C'est une course d'endurance. Si ça se trouve, avec un peu d'aspiration, un peu de chance, et d'inspiration aussi, au comble, il pourrait déjà se retrouver en 6e, 5e, voire encore plus devant. Et puis de toute façon, effectivement, ça se joue sur 24 heures. L'intérêt réel du chrono absolu, c'est d'être sur la toute première place de la grille de départ. Oui, et puis Eric qui nous disait, il nous a pas dit je m'en fous de la qualification, mais il nous a clairement dit voilà, on a fait un temps de qualification jeudi soir, et puis on a fait notre warm-up, donc la dernière mise au point, dans la séance de qualification de vendredi midi, de manière à ce que après le team puisse aller se reposer et être fin prêt pour la course. Donc ils n'ont même pas roulé ce matin dans le warm-up. C'était repos total, il y avait quasiment une demi-journée de congé chez Vitaphone pour que cette voiture puisse être au top de sa condition, ses voitures et ses pilotes, et de manière à viser un bon résultat. Partir 5e ou 6e sur une course de 24 heures, quand on a une Maserati qui plus est grande candidate, grande favorite pour la victoire et qui est extrêmement rapide, extrêmement fiable, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Et puis Philippe, on parlait des Belges candidats à la victoire et hop, on lui met la pression d'entrée de jeu. Stéphane Emeret, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane. Ça fait quelques années maintenant qu'on vous le dit Stéphane, on vous souhaite que ces 24 heures soient souriantes pour vous. Comment ça va? Comment s'est passé votre début, j'allais dire de week-end, mais comment s'est passé le début de cette aventure 24 heures édition 2008? Super, comme Eric Van de Poel, tout le team Maserati Vitaphone, on est cool, on a moins de stress que l'an dernier, on a été prêt plus tôt, on a pu effectivement prendre une matinée de repos puisqu'on n'a pas fait le warm-up parce qu'on estimait qu'on était bien prêt. Donc voilà, assez détendu et je suis impatient de voir comment ça va se passer. J'espère qu'on va pouvoir faire un résultat encore meilleur que l'an dernier. Alors voilà, les voitures sont parties pour le tour de chauffe.
Le tour de chauffe emmené par un safety car qui est conduit par Pierre Dieudonné. Alors là, une petite histoire, parce qu'il faut quand même savoir que nous nous sommes renseignés, Fabrice, pour savoir qui allait conduire ce safety car. On a été incapable de nous le dire, et c'est lorsque nous étions dans le couloir avec le directeur de course Roland Brunserad et avec le directeur de l'organisation Frédéric Petit, qu'en posant la question, que Pierre Dieudonné est passé, et puis on a dit ah bah tiens Pierre, puisque tu es là et puisque le monsieur d'RTL nous demande qui va conduire la voiture, et bien c'est toi qui la conduiras. Voilà, donc j'ai envie de dire, vous qui nous regardez, sans Philippe Jacquemot, il n'y avait pas de safety car. Oui, ou alors on aurait peut-être pu prendre le volant lui-même ou demander à Stéphane qui est ici de déjà faire un petit tour avant tout le monde. Oui, mais ça va, j'en ferai assez pendant la course, enfin j'espère. Et par contre, là il y a déjà 2 événements, hein. Il y a la Dodge belge, malheureusement, avec Patrick Chaillet là, qui n'a pas pu démarrer. Et il y a une Ferrari qui perd des stands, mais ça c'était peut-être prévu, je pense. C'est la numéro 50 de Villander, Melo Salo. Ils ont eu un problème, ils ont dû changer de moteur pendant les essais, et du coup c'est la pénalité prévue, c'est de partir des stands. Effectivement, ce tour de chauffe avec les dernières voitures qui sont maintenant en bas du raidillon et les premières qui sont passées quémer les directions les combes. Stéphane, vitesse de pointe de votre Maserati lorsqu'on arrive là tout au-dessus? Oui, justement, là en bout de ligne droite, un peu plus de 270, je crois 272 ou quelque chose comme ça. D'accord, vous arrivez sur quel rapport? On arrive en 6e vitesse et on en tombe 3. On passe en 3e le virage des combes. Et vous freinez à combien de mètres du virage? On freine un petit peu avant le panneau 100 mètres. Donc on passe de 270 à, oui, je sais pas, 130, 140 en même pas 100 mètres. Voilà la voiture de Patrick Chaillet, justement. Au stand, hein, avant de démarrer, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle pour ce team, qui est un team assez sympathique d'ailleurs, dans lequel on retrouve notre ami Benoît Galland également. Tout à fait. Oui, c'est dommage, ils avaient gagné la catégorie GT3 il y a 2 ans, donc c'est un premier rebondissement pour cette catégorie GT3, la division 3. Voilà, on espère qu'ils vont pouvoir redémarrer la voiture et repartir. Il n'est pas dramatique non plus de partir des stands. Le virage de Bruxelles, Stéphane, un des derniers virages avec un bac à gravier au bout. Oui, donc là il faut éviter de freiner trop tard en effet, parce que sinon on va faire un petit tour dans le bac et c'est jamais une bonne idée. C'est un virage qui peut passer en 2e ou en 3e. Certains pilotes le prennent en 2e, moi je le prends en 3e pour économiser un changement de rapport. Et vous êtes justement à bord de cette Ferrari numéro 50 qui va s'élancer depuis la pit lane. Ouais, et c'est une voiture importante, hein. La 50 c'est celle de Tony Villander, Gianmaria Bruni, Jaime Melo et Mika Salo, l'ancien pilote de Formule 1, 110 grands prix quand même au compteur. Et c'est la voiture qui est en tête du championnat, qui écrase littéralement la concurrence, puisqu'elle a déjà gagné 3 des 4 courses qu'on a disputées dans ce championnat FIA GT. Championnat que vous pouvez suivre sur Club RTL, vous le savez bien maintenant. Il faut savoir que dans cette catégorie GT2 ici au 24 heures, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a que 2 marques présentes, c'est Porsche ou Ferrari, Porsche 911 GT3 RS ou Ferrari F430. Voilà, et tant qu'on parle des marques, il y a quand même 5 marques en GT1, et sur les 7 candidats à la victoire, eh bien, il y a des Belges sur 4 d'entre elles. En l'occurrence sur cette voiture, la Saline numéro 4, celle de Bert Longin, Anthony Kumpen, Kurt Mollekens et Frédéric Bouvy. Vous en avez 2 sur la Corvette numéro 3 qui sont Maxime Soulet et non 2 hein, pardon, Maxime Soulet sur la Corvette numéro 3 qui est celle de Christophe Bouchu, et puis bah, vous en avez un sur la Maserati numéro 2, c'est Stéphane Embré, il est avec nous, et vous en avez un sur la Maserati numéro 1, c'est Eric Van de Poel. Nous sommes dans le virage Paul Frère, virage auquel on a donné le nom du journaliste pilote qui nous a quittés cette année. Ça a été inauguré il y a quelques jours de cela. Paul Frère, dont on a rendu un hommage ce matin, et qui est un petit peu le père spirituel de ces 24 heures, version moderne, on va dire. Il faut savoir que dans la plus grande discrétion, sa famille est venue déposer quelques cendres dans le raidillon, quelques jours après sa disparition. Nous sommes avec Andrea Bertolini. Exactement, nous nous approchons de la chicane. Là aussi, Stéphane, les spectateurs qui ont choisi de se poster là-bas, c'est le bon endroit, un bon spectacle, belle vitesse de pointe et beau rétro un énorme freinage, hein, c'est le plus gros freinage parce qu'on arrive aussi aux environs 260 km/h et là on doit vraiment repasser la 2e vitesse, on passe très lentement dans la chicane, donc c'est un freinage qui dure à peu près 150 mètres et oui, il se passe souvent des choses, il y a souvent des dépassements. Là les voitures sont en train de se mettre en file de 2 pour se préparer pour le départ.
avec cette chicane légèrement en côte dans sa partie centrale. Alors, regardez bien cette image parce que ça pourrait être l'image de l'arrivée. Hein. On ne sait pas très bien. La 6, la 33, Non. la 1, la 2. Ce sont quand même les 4 grosses voitures à suivre. Et attention parce qu'il ne reste plus que 20 secondes avant qu'il soit 16h. On va donc démarrer avec quelques secondes d'avance. Le safety car s'est effacé. Roland Brunserad va appuyer sur le bouton vert. Et c'est parti avec un excellent départ de la Corvette. Celle des Homans Golin Fassler, attaquée tout de suite par celle de Christophe Bouchu. C'est Maassen qui est au volant. Wedlinger, 3e. Ouais, ça touche déjà. Accrochage avec Je crois que c'est la Maserati. Corvette numéro 5 qui a dû sortir. Celle de Jost Menten. Qui a été poussé par une des 2 Maserati, mais je ne sais pas laquelle. Les 2 Maserati sont toujours là. Pourchassés par l'Aston Martin de Philippe Peter. Alors 1, on a vu, c'est la Corvette numéro 6. 2, la Corvette numéro 3. 3, l'Aston Martin de Karl Wendlinger, c'est la 33. Et puis les 2 Maserati derrière, on ne sait pas encore dans quel ordre. Bouchu qui protège sa position, c'est pas Bouchu, c'est Maassen, mais c'est le même tandem. Karl Wendlinger qui ne perd pas le contact sur la Corvette. Attention car il faut bien se placer dès le début. On le sait, on veut être vu, on veut être devant. La Corvette est pressante. Mais Fassler il va vite aussi, hein, attention. La voiture rouge là, c'est la voiture d'Anthony Kumpen et Bert Longin. Et alors le peloton des GT2, ça chahute toujours un petit peu. Mais bon, c'est une course de 24 heures, il ne faut pas essayer de prendre trop de risques dès le départ. C'est chaud quand même. C'est très très chaud. Ils sont effectivement très près les uns des autres. Hein. Alors on aimerait bien voir ce qui se passe devant. Ça c'est une Lamborghini Murcielago. Dans le double gauche. Qui n'est pas au point mort, ça je vous le certifie. Là, on est à la 7e place. Enfin, nous à la 6e et la Lamborghini est à la 7e. Voilà. Stéphane, votre voiture va bien visiblement. Oui, apparemment la petite touchette, parce que je pense que c'est effectivement mon équipier qui a poussé la Corvette dans le virage à la source. Et apparemment, nous ça va. La Corvette, je sais pas, mais nous ça va. Donc je suis assez content de voir qu'elle peut rouler sans problème apparemment pour le moment. Voilà, toujours au volant avec Marcel Fassler qui pourchasse Xavier Maassen. Xavier Maassen sur cette Corvette noire et blanche. C'est la voiture qui avait été accidentée aux qualifications jeudi soir. Et Fassler qui attaque. Ah oui, il est là, il est bien là. Hein. Scène au freinage. Voilà, et ça se fait être la fin du premier tour. Fassler est passé nettement plus vite dans le virage de Blanchimont, le virage très rapide en 6e vitesse. Et ça lui a permis de recoller à la Corvette de tête au freinage du bus stop. Et voilà, ils sont passés. Maassen, Fassler, Wedlinger 3, Negrao 4, Bertolini 5, Darren Turner sur l'Aston Martin grise 6, Peter Cox et puis Bert Longin, les Belges, ils sont à la 8e position. Et c'est parti très très vite hein, pour toutes ces voitures. Et là de nouveau Fassler qui est sorti plus vite du Ridion, donc il va peut-être pouvoir attaquer Maassen au bout de la ligne droite des comptes. C'est aussi un gros freinage là-bas au bout de la longue ligne droite. Maassen qui protège sa position en se mettant à droite, puisque le prochain virage est à droite. Voilà, et normalement non, ça passe pas. Il aurait peut-être pu rester à droite, Marcel Fassler. En tout cas, la pression elle est là. Hein. Oui, mais la piste est sale à droite, donc c'était difficile au dernier moment d'aller plonger. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on avait promis à Xavier Maassen qu'il pourrait prendre le départ de ces 24 heures, parce qu'un départ d'une course de 24 heures, c'est toujours un petit peu plus cool, nous disait-on, qu'un départ d'une course de 2 heures, qui sont les courses traditionnelles, la longueur traditionnelle des courses du FIA GT. Eh bien, malgré tout, c'est pas Bouchu qui a pris le départ, c'est Maassen, mais il a quand même beaucoup de pression d'emblée. Oui, avec un Fassler et un Wendlinger derrière lui, parce que Fassler, c'est quand même un futur pilote officiel Audi. Hein, il va aller rouler pour Audi aux 24 heures du Mans notamment. Et puis Karl Wendlinger, ancien très bon pilote de Formule 1, évidemment pour ce jeune Xavier Maassen, c'est pas évident. Voilà, et alors Negrao, votre équipier Stéphane, eh ben, il suit ça en embuscade, calmement, sagement. Oui, je pense que sa touchette du premier virage l'aura calmé, donc c'est très bien. Maintenant, il va être calmé pour un petit bout de temps. Et Bertolini qui partait un petit peu plus loin, lui il a quand même gagné une place effectivement. Première et deuxième place pour Corvette Z06 contre Corvette Z06. Voiture qui avait brillé l'an dernier. C'est le premier duel, c'est le premier face-à-face. Ce sont les premiers échanges observés. On a déjà vu des appels de phare de la part de Marcel Fassler. C'est parti sur un gros rythme. Dernier tour
bouclé en 2 minutes 21 pour la voiture de tête. Voilà, et là, voilà, la Corvette qui avait fait sa figure au premier virage, eh bien, elle est quand même reléguée à la 31e position. Joss Munten. Donc là, déjà, il y a un peu de boulot sur la deuxième voiture du team Phoenix. Et voilà, on boucle le deuxième tour. Voilà, et les Maserati ont tourné en 2,17 maintenant. Et ça s'est regroupé. Hein. Il y avait eu un petit écart. Mais là, maintenant, tout le monde est groupé. Stéphane, votre équipier, vous l'avez vu, a fait des appels de phare. Non, c'est Bertolini qui fait des appels de phare à mon équipe. Ah oui, c'est l'inverse. Donc c'est Bertolini sur la Maserati numéro 1 qui est la deuxième Maserati. Et qui roule un poil plus vite. Je voudrais bien dépasser ma voiture. Mais voilà. il ne passera pas si facilement. Bertolini, Non, de toute façon, si on a des consignes dans l'équipe et si jamais on voit qu'il y a une voiture beaucoup plus rapide que l'autre, on doit se laisser passer, ce qui est tout à fait logique sur une course de 24 heures. Voilà, et les deux. Hop là, tout de suite, et voilà. Ouais, la Corvette tout droit, mais il y a une échappatoire. On va voir s'il la connaît. Voilà. Ça fait un petit jump, mais il va pouvoir remonter en piste là-bas 2 virages plus loin. On a vu Stéphane qu'il avait freiné en 3 temps comme ça. Oui, je ne sais pas. Les Ouais, feux rouges se sont allumés pas une grosse fois si vous voulez, mais 3 petites fois. Oui, comme s'il avait un petit problème de freinage. Ouais, il allume encore une roue. Ouais. Comme s'il devait pomper. Cette voiture a eu 3 gros accidents en 2 semaines, et donc il est possible évidemment qu'il y ait quelques petits détails encore à régler. Même s'ils ont fait un warm-up ce matin et qu'apparemment la voiture allait bien, c'est pas sûr à 100% que cette voiture puisse directement retrouver toute sa forme. D'ailleurs, je vois qu'il n'arrive pas à suivre l'Aston Martin, donc je pense que effectivement Massen doit avoir un petit problème de frein. Peut-être déjà un souci sur cette voiture, effectivement. Il se fait rattraper par la Lamborghini. Pas la Lamborghini qui normalement est franchement moins rapide aussi. Hein. Peut-être pas en début de course. Oh, c'est chaud. Là, chaud. Là, c'est une erreur de la part de Xavier Massen parce qu'il est visiblement en difficulté et le pilote de la Lamborghini a cru qu'il le laissait passer. Puis finalement, il a fermé la porte. Donc, ouais. Et c'est Peter Cox qui est au volant de cette Lamborghini. Alors au niveau du classement, eh bien, ça a un petit peu changé évidemment. Fassler est en tête, Ludlinger est deuxième, Negrao 3, Bertolini 4 et on revoit le départ. Avec à gauche de votre écran l'accrochage bientôt. Voilà, c'est ça qu'il faut suivre. Tac. Voilà, c'est ça. C'était Mentel qui s'est peut-être rabattu un petit peu franchement sur Negrao. Honnêtement, ça a beau être mon équipier, je dirais 50-50 parce que Negrao n'a rien fait non plus. La medical car a failli. Oui, on l'avait pas vu. Failli commettre l'incroyable. C'était rigolo. Ou pas. Ou pas. Et voici le problème en tout cas, un beau début de course. Hein. Problème de frein visiblement au compte. De toute façon, Stéphane, on va vite le savoir. Voilà, on le sait. Malheureusement, la voiture rentre. Cette voiture a eu tellement d'accidents ces derniers jours que c'était à prévoir. Le team ne peut pas faire de miracle non plus. Et ils ont travaillé nuit et jour. C'est vraiment malheureux pour cette équipe belge parce que... Bon, alors, on s'intéresse à quoi? Est-ce que c'est du côté du pédalier? Christophe Bouchu qui est venu aux nouvelles. Oh, ça part déjà beaucoup trop. Il y a trop de points d'interrogation dans cette façon d'accueillir la voiture. Ce sont les deux pilotes titulaires. Hein. Ce sont les deux pilotes habituels. Ce sont ceux qui font tout le championnat. Donc ils se connaissent bien, ils connaissent bien le team, ils connaissent bien la voiture. Peut-être en train de voir ce qu'il y a moyen de faire. Et alors on vous le disait, hein, cette Aston Martin grise, la numéro 10, celle de Darren Turner qui est quasiment le pilote officiel d'Aston Martin, eh bien il tient son rang. Et on voit que Massen ralentissait ses poursuivants puisque dès qu'il a laissé le champ libre à Marcel Fassler a accompli le meilleur tour en course en 2:16.5, ce qui est déjà un rythme extrêmement élevé. Oui, on a quasiment gagné 2 secondes depuis le départ. Donc les pilotes sont dans le rythme. Et ils sont quand même à 2 secondes de la pole, hein, donc ça roule quand même drôlement vite. Et derrière l'Aston numéro 10, la grise, il y a un trou. Il y a un petit trou quand même, hein, qui a été formé. Et on retrouve aux 4 premières places les 4 grandissimes prétendants à la victoire. Donc ça se confirme. Alors Xavier Massen qui repart. On n'a pas vraiment vu ce qu'on a fait sur la voiture. Pas grand chose visiblement, Stéphane. Non, c'est bizarre. Non, on n'a pas vu qu'ils avaient travaillé. Ouais, on verra. Et alors on peut s'intéresser rapidement à ce qui se passe en GT2 quand même. Oui, on suit les leaders là, de la catégorie GT2. Donc ça c'est le deuxième de la catégorie GT2, ouais, mais le leader est juste devant. C'est la Ferrari jaune et rouge là qu'on voit devant. Donc c'est Matteo Malucelli, c'est Malucelli, jeune pilote italien.
devant Tim Mullen qui est de la Scuderia CR. Et puis devant, il y a l'autre voiture de la CR Scuderia. Derrière eux, en troisième position, c'est Andrew Kirkcaldy. Et quatrième position pour Emmanuel Collard sur la Porsche. Et là aussi, ça se confirme. En fait, il manque une voiture, c'est la 50, mais bon, elle est partie des stands. Celle de Gianmaria Bruni, ils sont 28e pour l'instant. Mais nul doute que d'ici demain matin, ils devraient être revenus aux avant-postes. Tour le plus rapide pour l'instant dans la catégorie GT1 pour l'Aston Martin de Karl Wendlinger, 2 minutes 16, 506 millièmes. C'est 2 dixièmes plus rapide que le leader de la course, Marcel Fassler. Mais Karl Wendlinger qu'on a vu très concentré depuis le début du week-end. Il a vraiment envie de faire quelque chose ici. Ils étaient en tête l'an passé à minuit, avant qu'un problème électrique n'arrête la voiture. On se souvient aussi de la première apparition des Aston Martin aux 24 heures. Là, pour le coup, c'était des problèmes de frein, de surchauffe de frein, oui, qui les avaient fortement handicapés. Et finalement, c'est vous, Stéphane, qui avez donné le meilleur résultat d'Aston Martin ici à Francorchamps. Tout à fait, deuxième en 2006. J'espère qu'ils n'amélioreront pas ça cette année. Alors, on va aller rappeler ça à Karl Wendlinger tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que tu as envie d'aller battre Stéphane Lemray? Non, ça c'est pas possible. Et là, puisqu'on voit les GT2, donc on a les 3 Ferrari en tête et puis les 2 Porsche belges de l'écurie ProSpeed Competition. On les voit là-bas dans le fond de l'écran. Les 2 noirs et blanches. Donc Collard devant Hensler, c'est 2 pilotes officiels Porsche, puisque le team ProSpeed Competition, le team de Liège, représente officiellement Porsche dans le championnat FIA GT. C'est vrai que sur cette course d'endurance, on attend ces Porsche qui ont beaucoup de mal en championnat sur les courses de 2 heures. Même si Collard en a remporté une sur les 4. Mais c'est vrai qu'ici, à l'endurance, même si les Ferrari sont très bien préparées et qu'elles sont très rapides et qu'elles sont très solides, on se dit qu'il y a une belle carte à jouer pour les Porsche. Et puis pour ces Porsche, c'est la première épreuve de 24 heures pour ces Porsche 997. Grande inconnue, grand stress, même si on sait que ces voitures sont plutôt taillées effectivement pour les longues courses d'endurance. C'est la boîte de vitesse. Là par contre, ce sera à suivre et à observer. Voitures qui sont propulsées par des moteurs de 3,8 litres, 485 chevaux quand même, et 400 Nm de couple. C'est pour vous dire la puissance qu'il y a quand même sur les roues arrière. Et elles ont gagné 4 secondes par rapport à 2007. C'est ce dont se plaint, avec le sourire évidemment, la concurrence notamment du côté de la voiture de Christophe Geoffroy, la Viper, copilotée avec Pierre-Yves Rosou et Benoît Galland ainsi que Patrick Chaillet. Alors on roule depuis 12 minutes maintenant. Oui, et Wendlinger vient encore d'améliorer le record du tour en 16,4. Il se rapproche, Karl Wendlinger. Oui, il reprend 2-3 dixièmes au tour à Fassler, donc Fassler va pas tarder à être sous pression. Alors que Negrao n'essaye pas d'aller chercher le dernier Cara. Je suis pas sûr qu'il n'essaye pas, mais il roule c'est quand même 5 dixièmes moins vite. On sait de toute façon qu'en début de relais, les voitures, les Corvettes et les Aston Martin sont un petit peu plus rapides que nous. Par contre, sur l'ensemble du relais, sur 1 heure, normalement, les Maserati doivent un petit peu rattraper le temps perdu en début de relais, parce qu'elles ont tendance à moins user leurs pneus arrière. Et donc, sur l'ensemble d'1 heure, ça s'équilibre. Karl Wendlinger que vous avez là à l'image avec l'Aston Martin bleu et blanche était là dès mardi matin. Il s'intéressait à tout, au moindre détail. Il avait besoin d'aller voir la piste à pied, d'aller voir le contrôle technique, de passer du bon temps avec l'équipe qui s'installait. Il était très concentré, déjà très concerné dès mardi matin. Et vous êtes à bord de la voiture de Karl Wendlinger. Il y a une voiture qui marche pas mal pour l'instant, mine de rien. Maintenant, c'est celle de Bert Longin et Anthony Kumpen. Ils sont montés à la 7e position. Ils étaient 11e au départ. Donc il y a eu 2 voitures qui se sont arrêtées devant elles. Mais bon, ils font leur course. Ils nous ont dit, on n'est pas les plus rapides. La Saline n'est pas la plus rapide. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer du côté de la fiabilité. Mais par contre, la voiture est relativement tendre avec les pneus. Et donc ils m'ont dit on ne va pas partir pour faire un exploit, on va essayer de rouler régulièrement, calmement, et on fera les comptes demain après-midi.
On vient de passer à la chicane avec ces voitures-ci. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, la sortie de la chicane, c'était original au niveau de la trajectoire pour la majorité des voitures, puisqu'elle sortait à droite au-delà de l'herbe synthétique et dans le dégagement en bitume. Cette année, Stéphane, on a mis des cônes. Oui, je pense que c'est logique. Maintenant, on est obligé de rester sur la piste et pas sur les à côté. Donc, c'est logique. On nous a un petit peu tapé sur les doigts et dit maintenant, vous restez entre les deux lignes blanches et vous arrêtez de faire les sales gamins. Et même chose dans le raidillon. Dans le raidillon, l'an dernier, on coupait largement en haut. On allait longer le mur, ce qui était un petit peu dangereux. Accrochage entre les deux voitures de la CA Scuderia. Ça, c'est vraiment un sale coup, évidemment. C'est ce qui ne doit pas arriver. Ils étaient 10e et 11e au général. Ah oui, incompréhension totale. Kirkcaldy qui pousse Mullen, ça c'est incroyable. Ça c'est effectivement, ça c'est pas bon du tout. Ce qui met d'ailleurs les Porsche en difficulté également. C'est un véritable scandale et à la place du chef d'équipe, je ne serais pas fier parce que ça veut dire qu'il n'a pas donné des consignes assez strictes à ses pilotes, parce que voir deux pilotes de la même équipe s'accrocher au début des 24 heures de Francorchamps, c'est la chose la plus stupide qu'on puisse voir en sport automobile. Et on peut vite en plus, les dégâts à cette vitesse-là, cet endroit-là, Stéphane, sont rarement importants, mais en revanche la voiture peut être faussée. Oui, on ne sait jamais, de toute façon c'est toujours dangereux et puis en plus il perd beaucoup de temps là, celui qui a été mis en tête à queue. Ouais, début de course un petit peu chaotique d'ailleurs, parce que la voiture numéro 51 qui était 12e au départ, eh bien, on la retrouve à la 18e position, c'est celle de Thomas Biaggi. Donc ça c'est pas bon non plus. Il y a celle qui est partie des stands de la numéro 50 qui est remontée à la 21e position, à la 21e position maintenant. Oui, et là il s'est passé quelque chose d'amusant entre les deux Porsche Pro Speed, les deux Porsche officiels, parce que la 60 avait passé la 61 et elle a directement laissé repasser la 61 pour ne pas la gêner. Donc je suppose que Collard, qui est dans la voiture dans laquelle on est actuellement, a fait une petite faute, il s'est fait passer par son équipier et puis directement son équipier l'a laissé repasser. Donc là, par contre, bravo à l'équipe Pro Speed puisqu'il y a une bonne gestion. Et la 61 est la voiture de pointe et il est hors de question que la 60 la gêne, puisque la 61 est la voiture qui joue le championnat. Voilà, et puis effectivement, Collard, c'est le patron dans la voiture. Et après 16 minutes 22 secondes de course, nous faisons une courte pause publicitaire et nous sommes de retour tout de suite après. De retour à Francorchamps, dans le trafic déjà pour les voitures de tête, les voitures de la catégorie GT1 qui auront fort à faire, les pilotes auront fort à faire avec les voitures du GT2, du G2 et du G3. Oui, alors vous avez entreaperçu rapidement la Viper de Patrick Chaillet. Eh bien, cette voiture qu'on avait vue dans les stands au moment du départ, eh bien, donc, elle est en piste et elle occupe la 37e position. Oui, et là c'est amusant parce que on a à l'écran les deux leaders, mais qui sont derrière la Corvette belge qui s'était arrêtée suite à ses soucis de frein. Donc ici on est dans la voiture du leader, dans la jaune, et il est en train de prendre un tour à la voiture qui était en tête tout à l'heure. Mais il ne le laisse pas passer, mais si, parce que le commissaire maintenant a agité le drapeau bleu, donc ça veut dire que la Corvette noire et blanche doit laisser passer la jaune. Voilà, exactement, sans problème. C'est propre. Oui, c'est serré quand même, mais c'est bien. Et puis c'est Karl Wedlinger qui va pouvoir partir à l'assaut de cette voiture. Attention parce que c'est toujours bien groupé entre les pilotes de tête. Marcel Fassler qui vient d'accomplir son 8e tour. En tout cas c'est bon signe parce que la Corvette belge noire et blanche là au milieu a l'air de tenir le rythme, donc c'est bon signe. Les soucis de frein ont l'air d'être plus ou moins oubliés. Et d'ailleurs à propos de Corvette qui a eu un souci en début de course, celle qui avait fait un tête à queue au premier virage va très bien aussi. Elle a été poussée mais elle est remontée en 8e position et elle tourne en 2.16, 2.17, donc elle est tout à fait dans le rythme des voitures de tête. Elle va vite effectivement, c'est la voiture de Jos Menten. Voiture qu'il partage avec Alexandro Margaritis, Robert Stuyven et Uwe Alzen. Margaritis, un pilote grec assez spectaculaire d'ailleurs. On aura certainement l'occasion de le voir durant cette course. Stéphane, dans votre catégorie, dans le GT1 et particulièrement sur votre voiture, au niveau électronique, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'avez-vous sur votre voiture?
On a un anti-patinage extrêmement perfectionné qu'on peut régler sur différentes positions en fonction des conditions de piste et des conditions de pneus, des conditions de plein d'essence ou pas. Hérité de la F1, je pense. Oui, ça a été mis au point par Maserati Corse qui n'est autre que en fait une division de Ferrari et donc effectivement il y a beaucoup de liens entre Ferrari Formule 1 et Maserati Corse. Et donc ils ont profité de l'expérience de la Formule 1 pour mettre au point cet anti-patinage qui fonctionne effectivement à merveille. Par contre, pas d'ABS, hein, ça c'est interdit par le règlement. Oui, un anti-patinage d'ailleurs qui fonctionne, qui est calibré d'ailleurs sur un tour de circuit quasiment virage par virage. Hein. Et qui voilà les parapluies. Ouais. Même si d'ici c'est pas encore tout à fait évident. On sait qu'à Francorchamps il peut pleuvoir d'un côté et pas nécessairement de l'autre. Justement, Stéphane, vous la souhaitez cette pluie ou pas? Moi personnellement oui, parce que je pense que ça handicapera un petit peu les Aston Martin qui sont parmi nos principales concurrentes. Enfin ça éliminera, ça handicapera un petit peu les Aston Martin. Donc et par contre on devrait faire plus ou moins un jeu égal avec les Corvettes sur la pluie. Donc pour les Maserati, la pluie n'est en tout cas pas un problème et peut même être un avantage face aux Aston. Donc oui, je souhaite la pluie. Clairement, les Corvettes vont aimer la pluie aussi, avec ce moteur extrêmement souple, hein, vous confirmez? Oui, le moteur est très souple, mais aussi les suspensions. Hein. Une Corvette, quand vous la voyez en piste, elle plonge au freinage. On la voit vraiment s'écraser sur le train avant. On la voit se cabrer à l'accélération. Ça veut dire qu'elle roule sur des suspensions très souples. Et pour la pluie, il faut des suspensions très souples. Donc effectivement, les Corvettes sont très à l'aise sous la pluie. Mais nous, on a des suspensions plus dures, mais on a l'anti-patinage qui nous aide un peu plus, qui est plus performant, plus perfectionné que sur les Corvettes. Donc ça s'équilibre. Entre Corvette et Maserati sous la pluie, c'est à peu près pareil. Par contre, les Aston sont un petit peu handicapés. La Corvette dont on a également la possibilité de régler la dureté des suspensions à l'intérieur du cockpit, puisque les pilotes ont 8 lois d'amortissement possibles qu'ils peuvent régler eux-mêmes en fonction des conditions de course, en fonction de l'adhérence et même en fonction éventuellement de l'usure des pneumatiques. Donc ce sont quand même des voitures qui sont assez élaborées également. Ça peut aider en effet. Alors que Fassler vient de dépasser la Ferrari F430, pilotée notamment par le jeune Julien Schroyen, mais également Armand Fumal. Voilà, et puis là c'est typiquement les 24 heures, hein, puisqu'après seulement 9 tours on commence déjà à dépasser des attardés. Il faut se frayer une place dans le trafic. Alors que Collard et Hensler ont bien profité des petites boulettes de chez Ferrari, puisqu'ils sont 11e et 12e, c'est-à-dire 3e et 4e du GT2. Et alors ce qui est intéressant à noter quand même en catégorie GT2, c'est que Malucelli sur la Ferrari de la Scuderia Italia est en train de prendre le large avec ses pneus Pirelli. Ce qui est quand même une bonne surprise, puisque jusqu'à présent les Ferrari qui roulaient en pneus Pirelli étaient un petit peu derrière celles qui roulaient en pneus Michelin. Et ici à Francorchamps, visiblement le Pirelli fonctionne à merveille, puisque Malucelli est en train de prendre le large. Oui, 3 secondes plus vite que Kirkcaldy. Qui lui roule en Michelin. Oui. Et quasiment pour le meilleur tour, 5 secondes plus vite que les Porsche. Et deux Porsche de Collard et Hensler qui ne se quittent pas. Ça peut aider, hein, Stéphane, quand on s'entend bien au sein d'un team, rouler ensemble, comme on dit, ça peut aider à maintenir un bon rythme. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien, mais en tout cas ce sont deux pilotes payés par Porsche, donc ils ont le même employeur, donc ils ont intérêt à faire du bon boulot, parce que sinon il y en a au moins un des deux qui n'aura plus de boulot l'an prochain. Voilà, et vous le voyez, hein, Matteo Malucelli sur cette Ferrari F430, leader du GT2. Tourne comme une horloge, tranquille. Et là on est vraiment entré dans le rythme de la course. Hein. C'est impressionnant la démonstration de cette voiture, vraiment, parce que ne croyez pas que les autres font une course d'attente. En GT2 comme en GT1, c'est full attaque et ça va se jouer à la seconde pendant toute la course. Donc les 3 secondes que Malucelli a déjà pris à Kirkcaldy et les 5-6 qu'il a pris au Porsche, eh bien c'est déjà ça dans la poche et ils doivent être bien contents de voir que cette voiture fonctionne si bien. 3 secondes effectivement d'avance sur la 56. Alors justement, moi j'ai une petite question pour Stéphane quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de pneumatiques ces derniers temps. Double relais avec le même train de pneus, oui ou non? Non, pas nous, parce qu'on a choisi les pneus les plus tendres de la gamme Michelin. Donc vous devez changer chaque fois, effectivement. Voilà.
tout à fait. Donc nous pas, peut-être qu'il y en a qui vont essayer, mais nous on a que des pneus, enfin on a prévu de ne mettre que des pneus tendres, en espérant qu'il pleuve un peu aussi pour pouvoir avoir assez de pneus tendres jusqu'à la fin de la course, parce qu'on a dû faire un choix il y a quelques semaines et on avait choisi de prendre quelques pneus durs aussi, et donc voilà. Il n'est pas évident qu'on puisse rouler en pneus tendres toute la course, mais s'il pleut, ça va nous aider. Voilà, pour la petite histoire, Michelin a octroyé 30 trains de pneus par voiture. 30 trains slick et 17 trains de pneus pluie. Et dans ces 30 trains, il faut choisir entre du soft, du médium ou bien du médium plus, c'est-à-dire un pneu un petit peu plus dur. À voir évidemment en fonction de l'usure, en fonction de la température de la piste. Pour l'instant, c'est relativement frais, mais aux essais qualificatifs jeudi, c'était quand même 43 degrés sur la piste. Et attention, parce que là, il faut bien regarder ce qui se passe dans les rétroviseurs. La voiture numéro 62 de la Scuderia Écosse. Jamie Davis qui dépassait une voiture d'une catégorie inférieure. Voiture de Fabio Babini également, pilote bien connu dans ce peloton. Fassler qui taille sa route. Et qui va dépasser la Gilet Vertigo de Bas Lenders et Renaud Cupens et Maxime Martin. C'est fait. La Vertigo qui a eu un petit accrochage avec ma voiture lors des premiers essais libres, mais finalement ça s'est arrangé, ça s'est bien passé. La Vertigo qui est dans la classe G2, et ils n'en sont que 2 en G2. L'autre, c'est la Porsche 996 Biturbo, piloté notamment par Philippe Ullmann et Kenneth Ayer. Ils sont 25e sur cette Vertigo. Et attaque, Jos Menten qui dépasse Bert Langin. Ouais. Il s'est pas passé loin non plus. Ça ne lui a pas suffi d'un accrochage, il lui en fallait un deuxième à Jos Menten. Jos Menten, pilote néerlandais, apparemment très chaud en ce début de course. Et il eût été dommage qu'il éjecte notre voiture Racing for Belgium. Ils sont 4 pilotes belges au volant de cette voiture, cette Saline S7R, qui n'est pas la plus rapide en piste, mais qui néanmoins qui a un peu de mal en championnat. Voilà. Mais enfin, qui est là. Et on vous l'a dit tout à l'heure, Anthony Kulpen qui me disait, écoute, on ne peut pas gagner avec cette voiture, mais on va essayer de faire une course sage et régulière, et puis on fera les comptes dimanche après-midi. Et ce qui est fou, c'est que c'est une Saline qui avait réalisé cette fameuse pole position. Appel de phare. Ça, c'est la voiture que je conduis d'habitude en championnat FIA GT3. La Porsche du team ProSpeed, mais de la catégorie GT3 et non pas GT2 cette fois-ci, avec notamment David Loax au volant. Et voilà. Et Jan Eilen aussi, l'ancien pilote Chemcar. Tout à fait. Pilote belge qui a roulé en Chemcar récemment. Et qu'on avait pu voir à Zolder l'année passée d'ailleurs, quand le Chemcar est venu en Belgique. Cette Porsche, Stéphane, que vous connaissez bien, sur laquelle les pilotes, dont effectivement David Loax et David Dermont, ont travaillé beaucoup sur le confort de conduite. Il paraît qu'en début de week-end, elle était extrêmement nerveuse, beaucoup trop virile, et les uns et les autres ne trouvaient pas le bon moyen, le bon comportement pour être tout à fait à l'aise au volant. Oui, effectivement, cette Porsche GT3 n'est pas très facile à régler. On a eu l'occasion de s'en rendre compte à Oschersleben lors de la dernière manche. On n'a jamais trouvé les bons réglages du week-end, et le problème, c'est qu'on n'a pas encore eu le temps de beaucoup tester. Il faut faire beaucoup de mise au point, passer des après-midi à Zolder ou sur d'autres circuits pour aller un petit peu découvrir et explorer les réglages. C'est pas évident, et il faut trouver les moyens, le temps, et c'est beaucoup de travail. Alors il y a Bertolini qui se préparait à doubler Bas Lenders au volant de la Gilet Vertigo. Et puis là, c'est une voiture du groupe 2, oui, qui est l'autre voiture qui est en concurrence avec la Gilet Vertigo, justement. Une bonne vieille Porsche 911 Turbo. Et c'est une Porsche. Ils ne sont que 2 dans ce groupe 2. S'ils finissent, ils sont sûrs d'être sur le podium. C'est déjà pas mal. Donc voilà, vous avez la Gilet Vertigo qui est 26e et cette Porsche qui est 21e. Nous sommes encore ensemble pour un quart d'heure. Je vous annonce déjà que nous vous retrouverons dès 18h30.
Et puis encore 2 autres rendez-vous dans la soirée. Et puis encore évidemment des rendez-vous demain dimanche. Il n'est pas trop tard pour rejoindre Francorchamps, en famille même si vous le voulez, puisque vous savez la tradition c'est l'animation dans le village. On parle du village de Francorchamps, mais le village qui se trouve à gauche de la descente vers le Rédillon, avec fête foraine et tout le team. Et en l'occurrence ce soir concert de Nadia. Et c'est parti. Ouais. Bravo homme de radio. Et Marcel Fassler est parti lui en tête avec il a déjà plus de 5 secondes d'avance, presque 6 secondes d'avance sur Karl Wellinger. Oh là là, c'est pas vrai. Problème de frein nouveau probablement. Oui, sans doute. 4e accident en 2 semaines, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça fait beaucoup effectivement. La voiture qui avait été accidentée il y a 15 jours en championnat de France et puis qui a été accidentée jeudi aux essais libres et puis détruite quasiment jeudi soir en qualification. Ce serait la chicane. On va voir ce qui s'est passé. Elle a tiré tout droit. Gros problème de frein. On voit qu'il n'y a que l'avant qui freine, donc qui bloque, et il avait vraiment beaucoup trop de frein sur l'avant et pas sur l'arrière. Il n'a rien pu faire. Et tout à l'heure ça travaillait sur l'arrière effectivement quand la voiture est rentrée au stade, ce qui corrobore Stéphane avec ce qu'on avait observé tout à l'heure au Combe, avec la voiture qui avait freiné en plusieurs fois. Ouais. Qui cherchait certainement à avoir un peu de dureté sous la pédale de frein et qui sentait qu'elle s'annonçait un peu molle, et que donc il y avait un souci dans le système de frein. Christophe Bouchu, c'est lui qui a détruit la voiture jeudi soir. Regarde sa montre. Et je peux vous dire que c'est incroyable qu'il soit là, parce qu'il s'est vu mourir, Christophe Bouchu. Quand il a été emmené en hélicoptère, il a pensé qu'il allait peut-être mourir dans cet hélicoptère. Il est arrivé à l'hôpital, il a dit: je suis vivant, j'ai une voiture à qualifier, il faut que je reparte. Il est parti en pantoufles et en robe de nuit. Il est arrivé ici au circuit pendant la nuit, et voilà, on était content de le voir revenir, mais il n'était pas tout à fait frais. Ça fume à l'arrière de cette Ferrari qui roule dans la catégorie, dans le groupe 3, dans le G3. Eddy Renard, c'est l'équipier de Vincent Voss en championnat de Belgique GT. Problème pour cette voiture, alors que s'il y a encore un pilote qui roule vite, on parlait de Marcel Fassler, les autres ont un petit peu levé le pied quand même, puisqu'on roule en 2.18.7, 2.19.5, 2.18.6 pour Bertolini. Ça va un petit peu moins vite quand même, dans l'ordre de 2 secondes, 1 seconde et demie, 2 secondes qu'en tout début de course. Donc là on a pris le rythme pour cette course d'endurance. Et là il y a une bagarre pour la 4e place en GT2 entre Wolf Hensler et Litz. Donc 2 pilotes officiels Porsche, mais qui ne sont pas dans la même équipe. Là par contre il n'y aura pas trop de consignes entre eux. C'est Richard Litz, et voilà, Xavier Massel il est sorti de la voiture, donc ça veut dire abandon. J'espérais qu'il puisse repousser la voiture et retourner au stand. Mais... Et une Corvette qui disparaît, une candidate à la victoire qui disparaît. Des grandes favorites. Christophe Bouchu qui était quand même 2e ex-aequo au championnat, donc qui avait un bon coup à jouer, ne fût-ce qu'en prenant les points après 6 heures de course, puisqu'ici on distribue le double des points après 6 heures, des points après 12 heures et puis les points après 24 heures. C'est vraiment très triste pour l'équipe SRT, c'est le Slag Racing Team, c'est un team du Brabant flamand. Ils ont travaillé, ça fait 2 semaines. Ils ont travaillé comme des fous. Ça fait 2 semaines qu'ils dorment pas. C'est incroyable. Ça fait 2 semaines, parce qu'elle a été crashée la voiture il y a 2 semaines en championnat de France, dans le Rédillon. Et ils n'arrêtent pas de réparer la voiture à chaque fois qu'il y a un accident. Et bon. Ils ont quasiment été désossés. Une Corvette de course qui venait d'ailleurs, d'un team qui s'appelle le DKR. Pour remonter leur voiture en 24 heures. Ils ont effectivement travaillé comme des fous. Ils voulaient partir, ils voulaient quand même disputer cette course. C'est vraiment triste, parce que c'est une petite équipe familiale, vraiment extrêmement sympathique, et ils ne méritent pas ça. C'est malheureux, mais bon, voilà. Alors là, automobile. Ça attaque très fort avec Thomas Biaggi au volant de la voiture numéro 51. Devant Mullen, qui avait été poussé en tête à queue tout à l'heure, on s'en souvient. Devant Mullen et Bruni. Ouais. La valse des Ferrari 430. Alors la 3 en tir groupé. Donc là vous avez Biaggi, Mullen, Bruni. Et Bruni c'est pas mal parce qu'il était parti des stands. Il est quand même remonté à la 17e position maintenant. Autant dire que ça attaque très fort. Et ici vous voyez Thomas Biaggi en plein effort. Thomas il roulait sur une Maserati Vitaphone l'an dernier. Champion en titre GT1.
Stéphane, on voit souvent les pilotes corriger d'un petit coup de volant rapide à la sortie de la chicane. Il y a une adhérence un peu précaire à cet endroit-là, à la relance. Disons que le virage est tellement serré qu'effectivement on essaye d'en sortir le plus vite possible, mais on est parfois un petit peu trop pressé. Et donc on glisse un petit peu, mais il faut contrôler ça, et ça fait partie du job. Alors on revoit l'attaque de la 76 sur la deuxième voiture C'était Litz qui passait de Team ProSpeed Compétition. Donc ce sont les voitures qui sont 3, 4 et 5, enfin 4e et 5e du GT2. Ça va être une bagarre incroyable au GT2 aussi. Je pense que le réalisateur l'a bien compris et on va voir, on va pas mal les voir les GT2 parce qu'elles vont nous offrir un beau spectacle aussi. Olivier Denis qui est aux commandes de la réalisation d'ailleurs, passionné de sport automobile comme nous tous, qui ne rate pas les bonnes images de ces 24 heures de Francorchamps. Et j'imagine, Stéphane, que pour vous, pour tous vos collègues du GT1, cette année particulièrement, arriver sur un groupe de GT2 qui sont en train de batailler bien plus fermement que les autres années, ça augmente le risque et le stress. Ah oui, ça on l'a déjà remarqué aux essais, ils ne nous laissent pas passer, ils attendent, ils nous disent tu attendras la ligne droite et n'essaie pas de me faire perdre du temps, nous on est en pleine bagarre et débrouille-toi pour nous passer à un endroit où tu ne nous gênes pas. Donc ça fait effectivement, ça peut créer des rebondissements et ça va pas être facile à gérer. Parce que ici donc on a vu aussi furtivement que Collard, oui voilà, Collard, il y a un regroupement en tête du GT2 avec on les voit les trois à l'écran là, Malucelli avec la rouge et jaune. Et Collard avec la Porsche est en train de remonter sur les deux Ferrari de tête, donc ça c'est très bon signe pour les Porsche. Ça veut dire qu'elles usent moins leurs pneus, puisque là on roule depuis 35 minutes et on voit donc apparemment après une demi-heure la Porsche redevient un petit peu plus compétitive que la Ferrari. Donc ça promet des 24 heures exceptionnelles. Et des Ferrari, des Porsche qui ravitaillent assez tard. On nous parle d'un relais quasiment d'1h20 pour ces Porsche, ce qui leur ferait excessivement peu d'arrêts si tout se passe bien tout au long de ces 24 heures. Les GT1, elles devraient ravitailler entre 55 et 58 minutes. Stéphane, en cas de franchissement on va dire large là-haut de la bordure du Radillon, c'est pénalité ou bien c'est avertissement? J'allais vous en parler. Collard vient de mettre les 4 roues hors de la piste, donc là il risque d'avoir en tout cas un avertissement pour lui dire ne recommence pas ça, sinon tu auras un stop and go. Parce que ça peut arriver, c'est pas forcément intentionnel. Oui, surtout là il est à l'attaque derrière la voiture qui le précède, donc il est légèrement déventé, ça veut dire que le flux d'air est moindre, puisque la voiture qui est devant enlève de l'air, donc il y a moins d'air sur les ailerons, du coup la voiture est beaucoup plus légère et elle est plus difficile à maintenir sur sa trajectoire, parce que les ailerons ne font plus leur effet. Et Collard il est chaud, vous le voyez, il prend pratiquement toutes les bordures, là carrément il va sur l'herbe synthétique. Oui, c'est comme ça va être comme ça pendant 24 heures. Rappelez-vous d'ailleurs sa course à Oschersleben, tout à fait incroyable. Oui, là il faisait carrément des bonds de cabri, là il va peut-être quand même essayer d'éviter sur cette course-ci. Il a escaladé tous les vibreurs, il avait fait 2-3 sauts où la voiture avait quasiment parcouru plusieurs mètres sans toucher le sol, c'était vraiment impressionnant. Manuel Collard qui est peut-être un petit peu frustré de ne pas pouvoir être toujours aux avant-postes tellement ces Ferrari sont performantes et tellement il y en a chaque fois qu'ils parviennent à se mettre devant lui. Là en tout cas il a passé la grosse attaque, le pilote français. Oui, c'est très agréable à voir. Et là Andrew Kirkaldy donc, qui est attaqué par Collard sur la Ferrari rouge et bleu. Évidemment il ne va pas avoir envie de le laisser passer, ne serait-ce que parce qu'il a fait une petite bêtise en envoyant son coéquipier en tête à queue. Donc si non seulement il envoie son coéquipier en tête à queue, mais qu'en plus il se fait dépasser par une Porsche, ça va pas être bon pour son ego. Alors on remorque la numéro 3 et vous aviez pu vous rendre compte auparavant que ça allait quand même très vite dans Blanchimont au volant de la Porsche. Je rappelle que c'est à Blanchimont justement que Bouchu est sorti. Imaginez-vous l'instant de frayeur au moment où vous sentez que là c'est mal embarqué. Oui, Christophe Bouchu qui nous disait d'ailleurs qu'il a vraiment eu très peur au moment où il a tourné la tête à gauche et qu'il a vu que le rail était à 50 cm de lui seulement. Il n'a pas fallu un dixième de seconde pour qu'il soit contre ce rail. Alors, la Corvette qui plonge dans la source, comme le disait Corvette de Stéphane. tête qui continue sa course.
Et elle est toute seule, hein, mais elle est impressionnante puisqu'il y a quasiment 6 secondes et demie d'avance sur Karl Wedlinger. Negrao est à 12 secondes sur la Maserati numéro 2. Bertolini à 16 secondes sur la Maserati numéro 1. Darren Turner, cinquième position, est à 17 secondes 8. Et puis Peter Cox sur la Lamborghini est à 38 secondes. Jos Menten est 7e à 47 secondes. Et Bert Longin